Je pense que la démarche qui a été faite avec Saadi est une démarche qui a abouti au fait du constat que Mouloud Ma'amri n'était plus la carte qu'on pouvait jouer pour apaiser, séréniser, entrer dans la sérénité, la Kabylie et les jeunes Kabyles. Les jeunes Kabyles intellectuels, surtout les universitaires et les jeunes Kabyles qui commencent à constituer une élite et qui sentent profondément le déni de justice, le manque de reconnaissance et l'attitude extrêmement hostile du pouvoir, parlant au nom de toute l'Algérie vis-à-vis de tout ce qui est Kabyle. Je le dis avec vraiment sans démagogie aucune, et je ne suis pas partie prenante. Quand Saadi et Nourdine Hamouda disent qu'il y a de l'anticabylisme institutionnel, c'est vrai, c'est fondamentalement vrai. Et c'est peut-être ça qui a fait que, quand on dit le pouvoir... C'est-à-dire, comment ça c'est vrai? Comment? Explique-nous, parce que ça c'est un... Parce qu'on a fait de la Kabylie un repoussoir, on a fait de la Kabylie un épouvantail qu'on agite à chaque fois que le système entre en transe ou en difficulté. On dit, tu te souviens ce que j'avais dit en 1962? En 62, à Ain Bela, à l'été 62, quand Zbiri arrive, il dit, j'ai arrêté les gens parce qu'ils sont manipulés par les Kabyles. Non, mais ça contredit ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, si tu penses que le pouvoir s'inscrivait dans une logique, je respecte ce que dit Saadi, ce que dit Nourdine, ce que dit quelqu'un d'autre, c'est à eux de défendre leur thèse. Absolument. Mais, lorsque tu dis qu'il y a une sorte d'anticabylisme institutionnel, oui. Institutionnalisé par le pouvoir en place. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a un petit problème au sein du pouvoir. Je voudrais dire par des segments du pouvoir, plutôt que par le pouvoir, parce que je pense qu'il est moins cohérent dans son ensemble. Il n'y a plus de cette cohérence du temps de Boumediene. Il y a des tiraillements. D'accord. Oui. Pourquoi je te dis que ça risque de contredire ce que tu as dit? Oui. Et je voudrais que tu éclaires, mais long terme. Oui. D'abord, parce que, économiquement parlant, dans le développement de la région, etc., il est clair que dans les années 70 jusqu'aux années 80, l'une des régions qui a bénéficié le plus des investissements de la main financière, c'est la Kabylie. Oui, c'est indiscutable. Deuxièmement. Donc ce n'est pas un ostracisme économique. Parfait. Deuxièmement, si tu dis que le pouvoir, par le biais de quelqu'un que tu as appelé Qasdi Merbah de l'époque, avait compris l'enjeu, etc., par rapport au tiraillement, par rapport au risque de manipulation, etc., ils avaient compris comment ramener, comment créer des figures emblématiques, comment ramener, etc. Cela veut dire que le pouvoir ne faisait pas dans l'anticabylisme, il faisait dans une façon d'intégrer la Kabylie dans un ensemble national, tout en protégeant les figures, etc. Si tu dis que, moi je te résume ce que tu as dit, si tu dis que le pouvoir, il y a quelque part qui, d'ailleurs tu as posé la question, tu as dit, il faudrait savoir qui a poussé cette région à l'explosion ou à ce qu'on a appelé par la suite les événements de Kabylie, c'est-à-dire le printemps berbère. Oui. Mais si tu dis tout ça à l'Akhdar, il y a quelques points d'interrogation, du moins, à moi si je n'ai pas compris. Premier point d'interrogation. Est-ce que tu ne risques pas, à travers cette analyse, de tomber dans le piège des thèses du pouvoir? Cela veut dire que tout, en fin de compte, est préparé par le pouvoir. C'est le pouvoir qui manipule, c'est le pouvoir qui a créé les hommes, c'est le pouvoir qui a fait, remplacé X par Y, Saadi, Mamri par rapport aux thèses politiques de l'époque, Mamri qui n'arrivait plus à devenir la figure emblématique, qui devait être remplacé par un homme d'autre qui s'appelait par la suite Saadi, etc. Est-ce que ça n'est pas juste défendre ou peut-être expliciter les thèses du pouvoir de l'époque et oublier qu'à l'intérieur de la société algérienne en général et de la Kabylie en particulier, il y avait des mouvements d'Algériens conscients de changement du pouvoir, d'une lutte contre le pouvoir. Cela veut dire, si on part du principe qu'il y a toujours quelque chose quelque part qui s'est préparé, on va ôter définitivement
à tout Algérien militant, à toi, à moi, à Saidi, à je ne sais qui, islamiste, à je ne sais qui, toutes tendances confondues, communistes, islamistes, laïcs, républicains, patriotes, etc., on va leur ôter toute possibilité d'indépendance en matière de lutte contre le pouvoir. Voilà ce que je voulais dire, c'était les éléments. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte un risque de contradiction qui pourrait éventuellement être interprété comme étant une façon d'expliquer la manipulation, juste la manipulation du pouvoir? D'accord. Je pense que la première des choses qu'il faut dire, c'est l'unité et l'uniformité de façade qui a caractérisé le régime de Boumediene. Et Dieu sait que ce n'était que de façade, puisque, y compris du temps de Boumediene, il y a eu des assassinats politiques dans le Sénat. Daré, en particulier, etc., pour ne citer que celui-là. Donc, l'unité de cette façade va exploser à ce moment-là dans les années 80. Elle change. Les segments maintenant, on a l'impression que nous sommes devant deux logiques de gestion de la société. La logique sécuritaire, qui veut préserver l'Algérie de tout mouvement de désintégration par des effets internes de bouillonnement qui seraient en plus accompagnés ou renforcés par des influences extérieures. Le cas de la Kabylie, c'est précisément celui-là. Et on a un autre élément qui est l'élément qui ne s'occupe pas des questions sécuritaires, qui ne s'occupe pas des problèmes de ce type de problème particulier, et qui a la gestion de maintenir la cohérence, coûte que coûte. La cohérence coûte que coûte, c'est la cohérence idéologico-culturelle. Et la cohérence idéologico-culturelle, tant que le parti reste le parti unique du FLN, nous sommes dans la logique du parti unique du FLN. Or, ce qui se passe en Kabylie, c'est bien une revendication de type culturaliste, c'est-à-dire qu'il y a une friction et une confrontation sur le plan typiquement culturel. Nous sommes presque revenus à l'histoire de la crise berbériste de 1947-49. Presque à ce moment, toute proportion gardée. Ce qui fait que les exigences du groupe qui sécurise l'Algérie, qui veut préserver l'Algérie, y compris d'un point de vue sécuritaire, militaire, etc. Et le groupe qui gère l'Algérie dans une continuité et d'uniformité vont souvent ensemble, mais il leur arrive aussi d'être en disjonction. Les logiques ne sont pas les mêmes. L'un veut maintenir coûte que coûte une logique de système avec une uniformité qui sauverait la face, et l'autre veut sauver coûte que coûte, veut sauver ce qui est encore du possible de sauver, surtout dans les régions qui sont plus ou moins des régions extrêmement sensibles, et la Kabylie est une région sensible. Ce qui fait que, j'avais parlé tout à l'heure de la démarche de Qasem Marbah. La démarche de Qasem Marbah est totalement en disjonction, pour ne pas dire en opposition, à la démarche d'un homme comme Msari. C'est Msari l'instigateur de la crise. C'est Msari qui aurait instruit le wali de Tizi Ouzou, alors que le bureau de la sécurité militaire de l'époque, et je ne sais pas si on peut savoir qui c'était, je n'en sais rien, ne voulait surtout pas de cette histoire. Ils étaient capables, les services de sécurité étaient capables de gérer une conférence d'un homme de la trempe de Mamri dans une enceinte universitaire. C'était faisable. Pourquoi cette disproportion? Pourquoi l'arrêter si ce n'est une provocation? Donc il y a une disjonction d'intérêts. Et à partir de ce moment-là, je me demande si, en fait, Qasem Marbah ne voulait, ou il a compris que la manipulation qui allait créer un clash à l'intérieur du pouvoir pour faire triompher
le groupe de l'uniformité et de l'unanimisme au détriment de ceux qui veulent que le système évolue progressivement, sans cataclysme, et pour assurer une transition calme, sereine et sans gros problèmes. D'accord. Mais maintenant, bon, tu as expliqué ton point de vue. Oui. Il faudrait éventuellement qu'on approfondisse un petit peu Je voudrais, à travers si des tu témoignages. Oui, vas-y. On avait dit qu'on n'allait pas entrer dans les détails, mais je voudrais donner deux éléments assez importants, qui me paraissent importants. Je crois que le Saadia a voulu déstabiliser ce groupe sécuritaire et le groupe de l'armée. À un moment donné, je ne sais pas si tu avais suivi à l'époque la vie politique en Algérie dans les années 80, il y avait deux pôles qui donnaient toute l'apparence de la confrontation. On disait le pôle de l'armée et de ses services et le pôle du parti. Et il y avait une tentative de caporalisation du parti sur les services de sécurité, et il y avait une volonté farouche d'émancipation des services de sécurité vis-à-vis du parti. Ça a abouti un peu plus tard à ce que l'armée sorte du comité central du FLN. Ça, c'est en 89. 80, bien sûr. C'est la logique, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Mais il n'était pas question, tu ne pouvais pas faire sortir le carré des militaires du FLN sans ouvrir, sans ouvrir à la supputation, même s'ils étaient 4 militaires. Non, je te donne le chiffre. Ouais. Dans le comité central. Oui. L'ensemble des membres du parti, sur 4000, le 1/5 était militaire. Il y avait 800 militaires sur 4000 qui se sont retirés par la suite, se sont retirés dans un sens, soi-disant pour respecter la constitution de 89, mais ça n'était que... C'est dans le sens d'une autonomisation. Mais en réalité, ça n'était que pour la forme. Non, c'est pas pour la forme. Moi, je dis ça autrement. C'est une autonomisation de l'institution militaire par rapport à ce qui paraissait à l'époque l'élément central du système. Non, on parle de 89. C'est-à-dire, moi, je parle de 89. La décision de sortir, de quitter définitivement le comité central et les instances du parti, c'était en fin de compte, comme la constitution de 89, c'était de la poudre aux yeux. En réalité, ils sont sortis, mais pour la forme, ils sont sortis, mais dans la réalité, ils étaient là. C'est ce qu'on a vu quelques années plus tard, même pas 2 années après, etc. C'est une autre logique. C'est une autre logique. Pour pouvoir pérenniser le pouvoir. Je voudrais donner le deuxième élément qui me paraît être important aussi. C'est ce fameux congrès, c'est le 4e congrès du FLN, je crois, où Boumediene est allé pratiquement menacer les membres réunis du comité central à propos de la levée du bouclier contre ce qu'ils appelaient le Hizb France. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire. Or, il se passe que en 81, une décision politique cette fois-ci, et qui ne relève pas du FLN, une décision politique, c'est les accords presque secrets de l'État algérien avec les Français. Les accords gaziers. Pas seulement gaziers, les accords de la sécurité de la couverture aérienne de l'Algérie qui a été enlevée aux Russes et donnée aux Français. C'est un fait extrêmement important. J'en avais parlé la fois dernière. Deuxièmement, deuxième chose très importante aussi, c'est le déplacement en personne pour la première fois de son histoire, du chef de l'État algérien qui est allé se recueillir sur la tombe du soldat inconnu aux Champs-Élysées à Paris. Ça a fait une levée de bouclier incroyable. Ça a crispé les rapports entre le FLN d'un côté et l'État et en fait l'institution militaire de l'autre. Parce qu'il y a eu d'une façon ou d'une autre, bon, on en discutera juste après, une sorte de normalisation, une sorte de réorientation de la politique étrangère, etc., avec les Français, à travers,